Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Mexique, Taïwan, l'Italie et le sud de la France, voilà nos 4 destinations du jour. Aux portes de Arles, nous avons rendez-vous avec un écrivain aujourd'hui, Sylvain Prudhomme. Il habite à Lacros, un désert de pierre abandonné aux bergers, une plaine caillouteuse qui lui a inspiré Légende, un livre que nous ouvrirons dans quelques instants. Très clairement, c'est le déclencheur de toute l'envie d'écrire le livre. D'emblée, je savais que ça s'ouvrirait comme ça dans l'accro. Elle donne la couleur émotionnelle. Elle pose un horizon de vérité, de tragique. Avec le Mistral, avec sa dureté. Nous produisons un travail d'excellence qui est tangible et visible. Tout est produit à la main et à Florence, donc c'est du Made in Florence plus que du Made in Italy. C'est le plus raffiné des tissus, la soie. Depuis le Moyen-Âge, la Toscane est passée maître dans l'art de son tissage. Utilisé encore aujourd'hui par la haute couture et porté par le pape, nous irons à Florence pour cet héritage. Moi, c'est Ubi. C'est mon surnom. Ici, vous êtes chez les Paiwan. Pour ce midi, nous allons cueillir des légumes de notre montagne et préparer des jinabo. C'est sur l'île de Taïwan que nous irons cueillir notre recette du jour, celle des jinabo, une sorte de pochette surprise avec de la patate douce, l'ingrédient phare de la communauté Paiwan. Anoana, ça veut dire « allez, on mange » dans notre langue Paiwan. Enfin, à Veracruz, je vous raconterai comment une guerre entre le Mexique et la France s'est déclenchée de manière inattendue, tout ça à cause d'une pâtisserie. Mais d'abord, la devinette, avec une autre guerre déclenchée de manière insolite. Comment un cochon anglais a-t-il provoqué une bataille entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1859 ? Nous sommes sur l'île de San Juan, située au sud-ouest de Vancouver. À l'époque, le Canada partage ce territoire avec les États-Unis. Non sans problème. En 1859, une frégate anglaise à 31 canons jette l'ancre dans la baie et menace les Américains. Tout ça à cause d'un cochon. Comment en sont-ils arrivés là ? La réponse, ce sera en fin d'émission. Pour commencer, je vous emmène dans le sud de la France, où au début du XXe siècle, on tournait les westerns camembert, écho aux western spaghetti italiens. Eh bien, cette terre aride a fait naître une autre sorte de western sous la plume de Sylvain Prudhomme, notre guide dans l'inspiration du jour. Le pays d'Arles est peuplé à tout vent de héros mythiques. Dans l'Est, la plaine de l'Accro, tapissée de cailloux et traversée de bergers comme au premier jour du monde. Dans le sud-ouest, la Camargue, Far West de marécages conquis par les manadiers à coups de troupeaux à cornes. Au milieu, Arles, belle endormie, auréolée du prestige de l'antique. L'écrivain Sylvain Prudhomme, lauréat du prix Femina avec Par les routes, a posé ses valises il y a 10 ans sur ces terres d'éternité. Elles lui ont soufflé le titre d'un roman, Légende, paru en 2016. Mais dans cette légende-là, les héros vivent dans les années 80 et le monde rêvé qu'ils cherchent à conquérir est aux antipodes de la rigueur de l'accro. Il est fait de fêtes et de jouissances à tout prix. À travers son récit, dont les personnages ont réellement existé, Sylvain Prudhomme dessine la trajectoire de Christian et Fabien, 2 frères dans la vingtaine qui se laissent porter dans cette fureur de vivre jusqu'à s'y brûler les ailes. Dès le départ, ce livre, j'avais un peu envie de le placer sous un jour un peu funèbre. C'est comme une promesse de que ça va... Quelque part, ça va faire mal. Pays ras, pays clair, où la lumière rebondissait, où le regard filait loin. La nature entière conspirant pour aboutir à ce résultat. Un terrain nu, sans obstacle, sans cachette, où chaque trajectoire puisse apparaître dans sa vérité impitoyable, sans esquive ni triche possible. Très clairement, c'est le déclencheur de toute l'envie d'écrire le livre. D'emblée, je savais que ça s'ouvrirait comme ça dans l'accro. Elle donne la couleur émotionnelle. Elle pose un horizon de vérité, de tragique. Avec le Mistral, avec sa dureté. En provençal, cro signifie pierre. Cet aride Far West, formé par le delta asséché de la Durance,
est aux antipodes du tempérament tapageur de Fabien et Christian, les deux héros du roman de Prudhomme. C'est un territoire balayé comme ça par des hivers rudes, des étés où le soleil cogne comme ça sur toutes ces pierres. C'est une terre ingrate sur laquelle on n'a jamais rien pu depuis des millénaires faire pousser. Ouais, je sais pas, ça pourrait être la Mongolie. C'est incroyable qu'il y ait ça là, en plein milieu de la France. On dit que c'est là que Hercule s'est trouvé face aux Ligures. Il a failli être vaincu parce qu'il revenait comme ça sans armes. Et Zeus a fait pleuvoir les pierres pour qu'il ait des armes avec lesquelles se défendre en fait. Sur cette steppe inhospitalière, ce sont des hommes de chair et d'os plus que les héros mythiques qui intéressent l'écrivain, les bergers. Gardiens d'une tradition immuable, ils guident aujourd'hui encore 200 cheptels à travers la plaine. Ils y appartiennent, ils s'y fondent complètement avec le vent, les hivers qui leur passent dessus comme sur les brebis. Oui, c'est une vie quand même presque marginale, enfin d'une dureté extrême. Ça, je ne mesurais pas en fait. Ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience au contact de Lionel. Lionel Roux est un fils de cette plaine. Ce photographe, au cliché panoramique, a inspiré à Sylvain Prudhomme le personnage de Nel, le narrateur du récit qui tente de capturer dans son objectif l'épopée des bergers. C'est marrant parce que c'était un peu une journée avec vachement de Mistral comme aujourd'hui. Et j'étais monté sur le toit là-bas. Et en fait, ce jour-là, ils rassemblaient le troupeau dans la bergerie pour partir en transhumance. Donc elle sortait de là, les bêtes? Ouais. Elles sortaient de là-bas, tu vois. Au fil du récit, Nel est amené à orienter sa quête vers une autre histoire. Celle de Fabien et Christian, ces deux frères qui ont voulu prendre des chemins de traverse 30 ans plus tôt. Nel, lui aussi, à sa manière, a rompu avec la lignée dont il est issu. Mon grand-père, mon père, mes oncles ont pâturé comme bergers dans l'accro. Mon père nous disait « vous ferez tout ce que vous voulez, sauf berger ». Je suis devenu photographe parce que c'était un héritage défendu. Et quelque part, j'étais un peu les bras ballants, gamin, à regarder les autres faire. Je pense que vraiment la photo, c'est un prétexte pour continuer à cheminer avec ces bergers. L'histoire des miens était une histoire de moutons, bergers de père en fils. Une histoire de transhumance, d'agnelage, d'estive, de quartiers d'herbe à faire brouter, de bergerie à curer. L'histoire d'un seul et unique voyage, toujours le même, pendulaire, réglé, entre la même plaine et les mêmes montagnes, chaque année. Sur le fait d'inventer son propre chemin, en fait. C'est beaucoup un livre qui parle de ce que c'est que grandir, que trouver sa voie. Et c'est vrai que le personnage de Nel, donc, qui est le double de Lionel, pour moi, il y a quelque chose, oui, de particulièrement romanesque dans le fait de réussir à s'arracher à la continuité de ce monde-là, en fait. C'est un monde assez traditionnel qui, encore plus que presque tous les autres, peut-être requiert cette fidélité au passé. Et donc, c'est un arrachement courageux, en fait, de décider de ne pas reprendre le flambeau, de ne pas prendre le relais. Saisir la vie, le présent, plutôt que prolonger le passé. C'est aussi le choix des deux protagonistes principaux, Fabien et Christian, bien décidés à mener une vie à l'opposé de celle des bergers. Dans la ville d'Arles, à l'ouest de l'Accro, l'écrivain campe la trajectoire incandescente des deux frères que tout oppose, sauf leur irrésistible désir de liberté. Depuis le quartier populaire de Lauture, au sommet de la cité, Sylvain Prudhomme les imagine au début des années 80, prêts à conquérir le monde. C'est un quartier, c'est étonnant parce qu'il est très beau, mais très peu, par exemple, très peu commerçant. Il y a plein de petites ruelles assez tortueuses où le Mistral s'engouffre. C'est comme une ville dans la ville. De dehors, la maison était banale, sa façade sans charme, plutôt avare en ouverture. Rez-de-chaussée bardé de grilles, enduits grisâtres. Au premier étage, pourtant, il y avait ce cocon. Cette grotte d'où s'échappaient chaque soir par les fenêtres des éclats de voix et de musique qui devaient arriver aux oreilles des voisins, les intriguer, les agacer. La bande d'adolescents peut-être trop féroce, nos regards trop arrogants,
nos bonnes notes à l'école trop écrasantes. Cette bande d'adolescents qui vit de façon assez transgressive, en fait, qui est, en n'ayant pas peur d'affirmer son homosexualité, en n'ayant pas peur d'être très décalé vestimentairement, dans les goûts musicaux. J'aime l'idée qu'ils soient là-haut, dans une sorte de monde à part. Hein. Tout le quartier alentour les regarde avec un peu de désapprobation, de scandale parfois. Et bien sûr que ça me ravissait que ça fasse un peu exploser l'image toute faite qu'on a de la ville, la religion assez présente, la famille. Donc il faut un sacré courage, en fait, pour avoir 20 ans dans cette ville et montrer ça. Dans cette Arles insouciante, où l'été de la jeunesse semble infini, le châtiment n'est pourtant jamais loin pour ceux qui, comme Fabien et Christian, transgressent les règles. C'est vrai que j'ai pas eu de difficulté, à vrai dire, à trouver dans la ville des éléments qui font signe vers ça, qui créent ce tragique. J'ai pris conscience, au moment où je travaillais sur ce livre, que dans les années 80, ici, elles avaient été assez dévastatrices en termes de présence de la drogue, de l'arrivée du sida. Les deux frères, dont je fais des personnages, enfin, romanesques, ils ont une sorte de destin exemplairement tragique. Signe avant-coureur de cette fatalité qui va s'abattre, Sylvain Prudhomme met en scène l'amphithéâtre romain et sa silhouette imposante, dans l'ombre de laquelle résonne toujours le galop des taureaux les jours de corrida. C'est toujours étrange, cette ambiance dans les rues pendant la course. Comme une fausse accalmie, les terrasses moins bondées, les rues avoisinantes silencieuses, la ville entière comme au repos, vidée pour 3 heures, des milliers d'aficionados montés s'installer sur les gradins. Et en même temps, cette tension omniprésente, ce recueillement presque, comme si l'inquiétude du combat se propageait bien au-delà de l'arène. Au moment où il va y avoir la mise à mort, on le sent. C'est pas rien, je pense, une ville qui met des mises à mort en son cœur. Ça résonne dans les pierres, ou je sais pas, mais en tout cas, oui, ça colore les choses un peu. Pressentant la fragilité de leur existence, Christian et Fabien brûlent la vie, de jour comme de nuit. Le premier est bagarreur, le second est dandy. La seule chose qui les unit est l'espace sans frontières de la Camargue voisine, où les deux frères étanchent en commun leur soif d'éternité. À la Camargue, il y a des marécages, il y a des roselières, il y a partout de la dissimulation possible, du secret. Et donc ça permet sans doute une liberté. Pour Sylvain Prudhomme, un lieu en particulier symbolise ce mirage. La Churrascaia, surnommée la Chou par ses habitués. Une discothèque mythique perdue dans la Pinède, ouverte en 1965. Pensée comme une simple bodega de copains par Jean Lafont, un éleveur de taureaux de la région, la cabane au faux air d'Hacienda est devenue dans les années 70 le bastillon excessif des noctambules du sud de la France et même au-delà. Le dimanche, vous aviez par exemple les gens qui revenaient des courses camarguaises. Alors là, vous aviez les gardiens, puis il y avait les gens qui partaient le matin à 4-5 heures à la pêche, qui venaient des fois même avec leurs bottes boire un coup avant de partir travailler. Après, des gens de Paris qui descendaient, qui sont venus parce que Jean Lafont avait des amis, qui étaient souvent des artistes, et c'était comme ça que une réputation s'est faite. Les autres anciens tentaient d'expliquer la magie des soirées d'alors, dressaient la liste des atouts du lieu, l'entrée libre, l'absence de videurs, l'ambiance presque familiale des débuts, tous les âges se côtoyant, parents et enfants dansant parfois à quelques mètres seulement les uns des autres. La cohabitation joyeusement désinvolte de mondes partout ailleurs séparés par des gouffres. C'est assez rare que toutes ces barrières comme ça, le temps de 24 heures de fête, qu'elles s'estompent un peu. Il n'y a qu'à la Churrascaia que les deux frères se côtoient et font la fête un peu ensemble. Il y a quelque chose comme ça que permet la nuit, en fait, que permet la fête, surtout quand c'est la fête comme ça en pleine nature.
Pour moi, c'est un lieu qui incarne une forme d'utopie aussi. Pour les deux frères du roman, la possibilité d'une réconciliation se dissipe au petit jour, en même temps que la griserie de la fête. Dans l'œuvre de Sylvain Prudhomme, l'implacable soleil méridional ne laisse pas de place à la demi-mesure. En Camargue, il y a des taureaux, on les a vus, mais il y a aussi des moustiques. Et si vous croyez que la citronnelle fonctionne pour vous en débarrasser, vous risquez d'être déçus. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Vous avez tout essayé pour vous en débarrasser. De la citronnelle, en veux-tu, en voilà, mais aucune étude n'atteste de son efficacité. Le lancer de claquettes, pas facile à atteindre. Et puis, laissez tomber ces petites lampes violettes. Ça marche pour les papillons de nuit, les mouches, les moucherons, mais pas les moustiques. Une étude américaine a démontré qu'à peine 0,22% des insectes attrapés par ces appareils étaient des moustiques ou des mouches piqueuses. L'huile essentielle de géranium? Là encore, rien ne prouve que ça marche. Vous avez tenté d'éteindre la lumière pour ne pas l'attirer? Inutile, le moustique se repère à l'odeur. Et justement, avec l'odeur, il y a peut-être quelque chose à faire. En Camargue, des chercheurs ont mis au point une machine qui simule l'odeur et la respiration humaine. Ça attire le moustique quand il passe à côté. Il est aspiré. Contrairement aux produits lancés par avion qui peuvent affecter d'autres insectes et priver les oiseaux qui n'ont déjà plus grand-chose à becqueter de nourriture, ces bornes ne s'attaquent qu'aux moustiques. Les femelles, qui sont les seules à piquer. Les autres insectes, les odeurs humaines, ils s'en battent des ailes. Mais si jamais vous n'avez pas une borne sous la main, vous pouvez tenter les chaussettes sales. Oui, les dernières études tendraient à montrer que le moustique est attiré par l'odeur des chaussettes sales, mais également par le volume d'air que nous expirons. Plus on expire, plus ça l'attire. Les personnes en surpoids, les sportifs, les femmes enceintes ou toutes celles et ceux qui ont un peu forcé sur la bouteille expirent plus d'air que la moyenne et ont donc plus de chances d'être piqués. Voilà peut-être une idée. Prenez un sportif ivre qui se couche avec les chaussettes qu'il a portées pour courir 2 marathons sous le soleil. S'il est groupe sanguin O, c'est mieux, il semble que ce soit le préféré des moustiques. Vous gardez à vos côtés cet individu miraculeux et a priori, le moustique devrait vous laisser en paix. Direction l'Italie maintenant, et la Toscane. La Toscane, l'une des étapes clés de la route de la soie. C'est l'héritage, regardez. Moirés, satinés, veloutés, raffinés en toutes circonstances, les tissus italiens ne dérogent pas à une certaine idée de la beauté. Le plus précieux d'entre eux, la soie, la Toscane a su s'en emparer dès l'époque médiévale. Suivant leur intuition mercantile, les Toscans ont trouvé dans cette délicate et coûteuse fibre animale le filon de leur fortune. Cette région, riche d'artisans, de banquiers et de marchands, étoffe au fil des siècles son savoir-faire en la matière. À Florence, tisserands et teinturiers perfectionnent leur technique et imposent leur rayonnement. Depuis la Renaissance, ils parent de soie les plus grands de ce monde. Lucques, dans l'ouest de la Toscane. Au Moyen-Âge, elle est la capitale de la soie en Europe. Elle prospère à partir du XIIe siècle grâce au commerce de cette remarquable matière, venue de loin. C'est le commencement d'une route de la fortune qui se dessine dans cette région. Sur la Via Francigena, le chemin de pèlerinage transalpin qui mène à Rome, Lucques est la première grande étape pour les voyageurs arrivant du nord après les Apennins. Parmi les pèlerins qui s'arrêtaient ici, on pouvait compter des personnages très importants. Des rois, des princes, des évêques, des cardinaux qui, en route pour Rome, s'arrêtaient à Lucques avec leur suite et pouvaient avoir besoin de conclure des échanges financiers ou commerciaux. C'est à l'ombre des principaux édifices religieux que se nouent les transactions.
aux abords de l'église San Michele ou à quelques pas de là sur le parvis de la cathédrale San Martino. Une inscription du début du XIIe siècle sous le porche de la cathédrale en atteste. Il y est question de vendeurs d'épices exerçant leur activité sous la protection de l'évêque. Ce qui incite les clients à avoir confiance, ne pas craindre les arnaques ni les escroqueries. Condiments, pigments colorés. Parmi toutes les épices et les matières que les marchands proposent, la soie est la plus coûteuse. Les accords commerciaux signés avec les cités portuaires voisines de Pise et de Gênes permettent l'arrivage à Lucques de ce produit de luxe en provenance d'Orient, via les mythiques routes de la soie. Les Lucquois transforment cette soie grège en étoffe précieuse. Les marges sont énormes. Ils décident donc d'en faire le produit phare de leur négoce. Au début du XIVe siècle, 1 kilo de soie provenant des régions de la mer Caspienne coûtait environ 5 florins d'or, soit 16 grammes d'or pur. Et on peut imaginer à quel point le prix du tissu teint, du tissu fini, pouvait être exorbitant. Cela faisait déjà plus d'un siècle que les négociants en soie lucquois s'étaient lancés dans la sériciculture. Associés aux tisserands et aux teinturiers locaux, ils n'ont pas tardé à proposer des soieries toscanes de qualité. Avide de ces luxueuses draperies destinées aux aristocrates, la bourgeoisie marchande naissante prend part à ce nouveau marché qui structure l'activité et enrichit la cité. Sur les vêtements des élites, on retrouve alors les motifs qui ornent les façades des églises dans une fusion étonnante des iconographies d'Orient et d'Occident. On peut parler d'une naissance de la mode. Différents tissus voient le jour, imitant les tissus orientaux, les tissus persans, mais aussi ceux de Chine mongole. On se met à représenter des dragons et des animaux inconnus en Occident, en plus du répertoire traditionnel des motifs de chasse, comme les couples de faucons, de lions, d'aigles ou de chiens. Propulsé à la tête d'une industrie de grande ampleur, Lucques fait des envieux. En 1342, les Pisans renversent son pouvoir et sonnent le glas de son âge d'or. Le chaos règne et les artisans s'exilent. C'est à Florence que certains d'entre eux trouvent refuge, à moins d'une centaine de kilomètres. Et les Florentins les accueillent à bras ouverts, car ces artisans lucquois sont les seuls dans toute l'Europe à maîtriser aussi bien l'art de la soie. Les soieries conçues ici à partir du XIVe siècle arborent peu à peu un répertoire spécifiquement toscan. Elles sont de nos jours recréées par des tisserands de la Fondation Lisio, en périphérie florentine, qui travaillent selon des techniques anciennes. La différence entre la Toscane, entre Florence et les autres centres italiens de production textile est principalement due aux motifs iconographiques qu'ils ont développés. Si au XIVe siècle, la disposition des motifs décoratifs peut sembler aléatoire, progressivement, entre le XVe et le XVIe siècle, les animaux disparaissent de la composition et on commence à circonscrire les motifs. Des entrelacs d'ornements végétaux, de feuilles et de tiges entourent d'autres motifs, végétaux également, comme par exemple la grenade, qui est le symbole de la Renaissance. Des tissus encore plus riches, plus sophistiqués, les grandes familles florentines en redemandent. Les artisans perfectionnent leur technique de tissage, comme le brocart, mêlant l'or et l'argent à la soie. Dès lors, armoiries et emblèmes ornent systématiquement les draperies que conçoivent les tisserands, qu'à leur tour, les peintres reproduisent dans leurs tableaux. Dans le printemps de Botticelli, la tunique en soie rouge de Mercure est brodée de la flamme des Médicis.
La soie est une fibre magnifique, extraordinaire. Elle donne un éclat particulier au tissu et permet des jeux de lumière qui lui sont propres. Le travail de la soie est un travail très délicat, du point de vue du tissage, tout comme de la teinture. À Florence, la technique qui consistait à la transformer en velours était très répandue, car très appréciée. Le velours prévaut sur les autres tissus à la Renaissance. Compte tenu de la quantité de soie et du temps nécessaire à sa fabrication, en posséder est un signe distinctif de richesse absolument évident. Certains se payent même le luxe de mêler velours et or. Des orfèvres le déposent pur sur des fils de soie colorés pour un effet saisissant. Ils intègrent ainsi la corporation de la soie. Grâce à eux, au XIVe siècle, Florence devient riche. La façade de marbre dont se pare l'église Santa Maria Novella, sur commande de la famille Rucellai, en témoigne. Pendant la Renaissance, les dynasties de marchands et de banquiers florentins investissent massivement dans l'artisanat de la soie. La politique des Médicis consistait à accroître la production locale. Ils ont donc investi dans la soie et triplé ainsi leur fortune, car les bénéfices de la soie étaient très élevés. Doni, qui était marchand, a fait faire son portrait et celui de sa femme par Raphaël, par exemple. Nous sommes à des niveaux de richesse tels que même les rois ne pouvaient pas se le permettre. L'accumulation de biens terrestres incite ces magnats de la soie à investir dans le salut de leurs âmes. Et pour gagner leur place au paradis, ils édifient des institutions charitables. Au cœur de Florence, un orphelinat pour nourrissons abandonnés voit ainsi le jour, le premier en Europe. Les enfants, qui étaient élevés ici, à l'hôpital des Innocents, n'étaient pas seulement sauvés de la mort parce qu'on les avait recueillis et qu'on s'était occupé d'eux. Dès l'âge de 14 ans, ils étaient envoyés dans des ateliers pour apprendre un métier. Les jeunes filles étaient souvent employées comme ourdisseuses ou fileuses par la corporation de la soie. À la fin du XVe siècle, la population travaillant la soie représentait un tiers de la ville. Une fresque de la demeure historique des Médicis, le palais Medici-Riccardi, témoigne de l'importance de cette précieuse ressource. On y voit les puissants, vêtus de brocarts et de velours. Mais les lois florentines, les lois somptuaires, celles qui réglementaient l'habillement, interdisaient aux Florentins de porter ces tissus en dehors des périodes particulières des mariages. Le portrait d'Éléonore de Tolède en magnifique habit de velours est de fait un portrait publicitaire de l'artisanat florentin. Car ces draperies étaient fabriquées pour l'exportation. Et elles étaient exportées non seulement dans toute l'Europe, mais aussi à Istanbul et au Moyen-Orient. C'était un marché international. Malgré l'émergence d'autres pôles de production de soie dans les pays voisins, à Lyon notamment, Florence fait encore office de référence pour son artisanat raffiné. Sur la rive de l'Oltrarno, dans le quartier historique des artisans de San Frediano, l'ancienne manufacture de soie florentine propose aujourd'hui des tissus d'exception. Nous avons des clients dans le monde entier, aussi bien aux États-Unis que dans les pays arabes, en Russie et dans toute l'Europe, des clients fidèles depuis de nombreuses années. Ils viennent choisir ici des soieries pour revêtir les intérieurs de leurs villas et de leurs yachts, mais aussi pour se faire confectionner des vêtements sur mesure.
Andrea Bocelli et son fils Matteo foulent les plus grandes scènes du monde. Et nos vestes en soie voyagent avec eux dans le monde entier. Nous sommes l'une des rares entreprises à avoir habillé le pape François. Quand en 2015, il est venu célébrer la messe à Florence, nous lui avons confectionné une soutane avec l'un de nos tissus historiques. Nous avons aussi collaboré avec plusieurs maisons de couture. Pour Dolce Gabbana, nous avons fourni les tissus du défilé de mode organisé à Florence post-pandémie, sur le thème de la Renaissance. Nous en sommes très fiers, car après tout, nous sommes une toute petite entité artisanale. Dans cette ancienne manufacture de soie, les rouages des siècles passés s'activent encore. Parmi ces machines exceptionnelles, un ourdissoir, imaginé par Léonard de Vinci, sert à dévider les bobines de soie avant de pouvoir disposer les fils sur les rouleaux des métiers à tisser. Les employés qui les manient mettent leur savoir-faire au service de créations audacieuses. Nous associons à la soie des fils métalliques argentés et dorés, ce qui donne un effet de lustre et de brillance. Nous combinons également la soie et le cachemire, la soie et le fil chenille. Nous produisons un travail d'excellence qui est tangible et visible. Tout est produit à la main et à Florence, donc c'est du Made in Florence plus que du Made in Italy. Allez, Taïwan maintenant. Alors, ce n'est pas dans la moderne Taipei que je vous emmène, mais dans la montagne auprès des Paiwan. Là-bas, on a rencontré Wubi en pleine cueillette, ses papilles. Regardez, il y a plein de patates douces. Pour savoir quand les cueillir, on regarde les feuilles. Si elles sont un peu flétries, c'est que c'est mûr. Moi, c'est Ubi. C'est mon surnom. Et voici Juhu. Je l'appelle ma grande sœur. Ici, vous êtes chez les Paiwan. Pour ce midi, nous allons cueillir des légumes de notre montagne et préparer des jinabo. Tu vois, il y a 3 sortes de patates. Blanches, rouges et violettes. Tu en as déjà mangé? Voilà, nous avons tous nos beaux légumes. Nous allons dans notre cuisine collective pour préparer tout ça. Nous commençons à faire nos jinabo. On fait de la farine avec nos patates douces. On va commencer par mélanger avec de l'eau. Pour faire les jinabo, on doit pétrir la pâte en petites boules. J'ai la pâte de patate douce violette et ça, c'est la pâte de patate douce blanche. Vous avez l'habitude de travailler en équipe toutes les deux? Oui, parce que nous sommes une grande famille. Nos parents et nos grands-parents se connaissaient déjà. Quand on a un peu picolé, il arrive qu'on se charrie un peu. Je vais maintenant les farcir avec de la viande de porc. Puis, on ajoute notre légume. C'est de la chayotte ou Christophine. Cette feuille, c'est de l'Alpinia zerumbe. Et la petite cordelette que l'on utilise, c'est fait avec la fibre de cette feuille. On utilise la cordelette pour refermer notre petit paquet. Et ça va aussi ajouter du parfum. On peut même la manger si on veut. Ok, donc nous avons notre patate douce violette, un morceau de porc et notre chayotte. On va faire comme ça.
On plie. Et voilà, c'est tout simple. Maintenant, nous allons passer à la cuisson de nos jinabo. On va les faire cuire à la vapeur. J'ai mis de l'eau en dessous. C'est cuit, on va pouvoir déguster. Voici notre jinabo. D'abord, il faut enlever la feuille. C'est très bon, très sucré. Ça veut dire « allez, on mange » dans notre langue païwane. Notre histoire inattendue se déroule aujourd'hui au Mexique, à Veracruz, et vous ne devriez pas en perdre une miette. Dans l'histoire, on a déclenché des guerres pour tout type de raisons. Au Mexique, on trouva un prétexte croustillant. Ville cosmopolite, Veracruz a longtemps été la porte d'entrée mexicaine des marchandises venues de toute la planète. Un commerce difficile après l'indépendance du Mexique en 1821, dans une contrée qui boite encore après sa guerre d'émancipation de la couronne espagnole. L'historien Ricardo Teodoro Alejandrés nous replonge dans cette période d'instabilité durant laquelle les Mexicains ont du mal à gagner leur pain et certains se montrent violents. Le pays connaît une banqueroute économique et le gouvernement pense pouvoir la résoudre en obligeant différentes corporations à lui octroyer des prêts forcés. L'Église d'une part, mais aussi les citoyens étrangers. En plus, dans les années 1830, l'insécurité augmente. Il y a de nombreuses agressions. Et ceux qui sont le plus victimes de ces saccages et de ces attaques, ce sont les étrangers. Des étrangers en font les frais, et parmi les agressés, il y a des Français venus chercher fortune sur le nouveau continent. Un jour d'automne 1832, dans une banlieue de Mexico, un boulanger-pâtissier français nommé Remontel a la mauvaise surprise de voir débarquer des hommes en armes dans sa pâtisserie. Des soldats sous le commandement d'Antonio López de Santa Anna entrent dans la pâtisserie. Pour manger d'abord, en réquisitionnant de la nourriture, comme ils ont l'habitude de le faire dans les commerces. Mais après avoir satisfait leur faim, ils détruisent la pâtisserie, en endommageant l'immeuble et en agressant son propriétaire. L'anecdote raconte que Remontel écrit alors au roi de France pour lui raconter l'agression qu'il a subie et solliciter l'intervention de son gouvernement pour obtenir des indemnités. Le roi des Français, Louis-Philippe, demande alors au gouvernement mexicain de dédommager le boulanger à hauteur de 6 000 pesos. À l'époque, la France et le Mexique négocient âprement un accord commercial et chacun campe sur ses positions. Pour le Mexique, c'est non. Donc la tension grimpe et finalement, en mars 1838, la demande cesse d'être simplement formelle et prend une tournure plus énergique. Sur les côtes de Veracruz, on voit arriver une escadrille française qui vient intimider le gouvernement mexicain. Et le blocus du port est déclaré. À l'automne, la patience de Louis-Philippe est à bout. Il est temps d'employer la manière forte.
il envoie le contre-amiral Charles Baudin et son propre fils, le prince de Joinville, s'emparer de Veracruz. Le 27 novembre, le contre-amiral lance les hostilités contre la ville de Veracruz et le fort de San Juan de Ulúa, qui est le point défensif majeur de la ville. Il a pour réputation d'être une forteresse imprenable. Pourtant, la marine française s'en empare en moins de 24 heures. Le général Santa Anna, celui-là même dont les hommes avaient saccagé la pâtisserie, est envoyé à Veracruz pour empêcher la prise de la cité. Dans un ultime acte de bravoure, il perd une jambe et la ville, son dernier espoir. Le gouvernement ne capitule pas vraiment, mais il reprend des négociations qui aboutissent en mars 1839 à un accord de paix. Le gouvernement mexicain accepte enfin de payer les indemnités réclamées depuis des années, mais également de rembourser les dégâts générés par la guerre. Et il offre même aux citoyens français des privilèges dans leur commerce avec le Mexique. 7 ans après la réduction en miettes de la boulangerie de Raymond Tell, l'intervention française au Mexique est une réussite totale. Et elle prend un nom tout à fait original. Dans la construction de l'histoire nationale, on a utilisé cette anecdote pour baptiser ce conflit la guerre des pâtisseries. Ce nom n'est pas une manière de ridiculiser cette guerre, au contraire. Le but est de faire de cette situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait le pays un exemple. On utilise cette histoire pour dire que quand le pays est aussi instable, un simple pâtissier peut entraîner la défaite du gouvernement central. Coup de pied de l'âne, le Mexique ne paie pas l'ensemble de ses dettes et Napoléon III se sert notamment de ce nouveau prétexte pour envahir le pays en 1861. Mais cette fois, c'est la France qui se ridiculise. Une guerre déclenchée par une pâtisserie, une autre par un cochon, décidément. Alors, est-ce que vous avez trouvé pourquoi notre fameux cochon anglais avait provoqué un conflit armé entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1859 ? Eh bien, il avait déterré les pommes de terre d'un champ américain. Le ton monte entre les fermiers de l'île de San Juan, située au sud-ouest de Vancouver, et l'Américain finit par abattre froidement le cochon anglais. Cet acte est perçu comme inacceptable côté british. La tension entre les deux pays durera près de 12 ans. Tout ça donc pour un cochon et pour quelques patates. Je vous dis bis bald.